Et d'un cran entre le président sénégalais et son Premier ministre. Bienvenue sur la chaîne Actu Mystère, une chaîne où vous découvrez ce que les autres chaînes vous cachent, les vérités que personne n'ose dire. Bassirou Diomaye Faye s'est exprimé pour la première fois sur les frictions entre lui et Ousmane Sonko. Il se veut rassurant. Nous serons à Dakar dans ce journal. Ce trésor, dissimulé dans le palais présidentiel à Madagascar, un bloc incrusté d'émeraudes a été retrouvé dans une salle secrète du palais. Il s'y trouvait depuis 2009. Pourquoi était-il caché là-bas ? Qui l'a dissimulé? Cette découverte soulève de nombreuses questions. Nous y reviendrons dans cette édition. Et puis on connaît le nom fin de ce journal. Le tandem de l'exécutif sénégalais est-il au bord de l'explosion? Le président Diomaye Faye s'est exprimé pour la première fois sur ces tensions entre lui et son Premier ministre Ousmane Sonko. Il se veut rassurant. Je ne lui ferai jamais de mal et lui non plus, a-t-il déclaré en substance. La correspondance à Dakar d'Eliman Dao. Le président Bassirou Diomaye Faye a rencontré ce mardi des cadres du PASTEF, le parti au pouvoir. Il leur a donné ses assurances sur ses relations avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Je ne ferai jamais du mal à Ousmane Sonko et je sais qu'il ne me fera jamais du mal. Diomaye, c'est Sonko, Sonko, c'est Diomaye, leur a-t-il affirmé dans des propos rapportés par le quotidien sénégalais Libération. Bassirou Diomaye Faye campe cependant sur sa position de maintenir Aminata Touré à la tête de la coalition Diomaye président, une nomination qui a été à l'origine des divergences avec le PASTEF d'Ousmane Sonko. Le PASTEF qui a justement réagi à travers un communiqué signé de son bureau politique national et a salué le climat constructif et fraternel dans lequel s'est déroulée cette rencontre avec le président de la République, avec comme objectif le renforcement de l'unité du parti et du tandem Sonko-Diomaye. Un communiqué qui semble ne pas rassurer à 100% les militants du parti, parmi les plus fervents, qui sont toujours dans l'incompréhension depuis les divergences notées entre la coalition Diomaye Président et le PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, justement, a d'ailleurs repris service à la primature ce mardi après plusieurs jours de congé. Il a pris part au Conseil des ministres ce mercredi, un Conseil des ministres qui s'est déroulé, selon le ministre sénégalais de l'Éducation, Moustapha Guirassy, dans un climat détendu entre Diomaye et Sonko. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a rendu son verdict. Ils seront 1143 candidats en lice pour les législatives du 27 décembre prochain. La publication de cette liste officielle par la CEI intervient alors que le climat politique reste tendu et que le PPA-CI de Laurent Gbagbo confirme son boycott. Les détails de notre correspondante à Abidjan, Makamara. C'est une étape électorale qui se déroule dans un climat politique tendu. Le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, lui sera absent du scrutin et vient de sanctionner ceux qui ont choisi de braver la consigne. 22 cadres révoqués, dont Stéphane Kipré, Georges Amand Onien et Serilouma, pour en citer que ces quelques-uns. Ils avaient déposé en indépendant leur candidature aux législatives, malgré la décision de boycotter le 6 novembre dernier. Dans un communiqué, la direction du parti parle de désobéissance et d'insubordination, rappelant que la discipline constitue l'épine dorsale de toute organisation politique sérieuse. Laurent Gbagbo justifie ce boycott par le contexte post-électoral et les violences de la présidentielle 2025, évoquant des morts et des blessés qui, selon lui, rendent impossible une participation à court terme. Deux annonces qui marquent le début d'une campagne électorale sous tension, alors que la liste officielle des candidats est désormais connue. En bref, toujours en Côte d'Ivoire, selon Interpol, 2 personnes soupçonnées d'être impliquées dans une attaque djihadiste sur une caserne en 2020 à Kafolo, dans le nord du pays, ont été arrêtées au Burkina Faso. Ces interpellations ont eu lieu dans le cadre d'une opération de police aux frontières de 12 pays d'Afrique de l'Ouest, coordonnée par l'Organisation de coopération policière internationale entre juillet et octobre. En Centrafrique, faute de cimetières publics accessibles, enterrer dignement un proche devient un véritable défi pour de nombreuses familles. Certains habitants n'ont d'autre choix que de recourir à des inhumations improvisées, parfois illégales. Reportage de nos correspondants à Bangui, Cyril Jefferson Yapende, Makamara et Jospin Bissi.
À quelques kilomètres au nord de Bangui, à Danzi, cette parcelle est devenue un cimetière improvisé. Les familles qui n'ont pas de terrain viennent ici chercher refuge pour leurs défunts. Souvent, il faut passer par... Nous avons un territoire de plus de 623 000 km², contre une population de 6 millions seulement. Mais nos autorités ne sont pas en mesure de doter nos villes avec un cimetière digne. Je pense que c'est une mauvaise gestion de nos territoires. Il y a des États qui n'ont qu'un petit territoire et qui ont des cimetières dignes pour enterrer le corps de leurs compatriotes. Vraiment, le Centrafricain a perdu sa dignité depuis de son vivant jusqu'à de son cadavre. Dans un pays où la population ne cesse de croître, les Centrafricains espèrent que les autorités se pencheront sur ce manque crucial de lieux de sépulture. Cette découverte inattendue à Madagascar, un bloc d'environ 300 kilos incrusté d'émeraude a été retrouvé au palais présidentiel. Selon le ministre des Mines, ce trésor était dissimulé dans une salle secrète du palais depuis 2009. Cette découverte soulève de nombreuses questions. Laurent Berstécher. Une découverte impressionnante qui pourrait valoir son pesant d'or. Les autorités malgaches ont annoncé mardi avoir trouvé un rocher de 300 kilos incrusté d'émeraude dans une salle cachée du palais présidentiel, un mois après la fuite du président déchu, Hans Radzoel. Nous venons de découvrir cet incroyable trésor national. Nous ne savons pas qui l'a amené ici, ni pour quelle raison. Il sera géré en toute transparence, sous les yeux de la nation. Après des semaines de manifestations contre la corruption et la pauvreté, le colonel Michael Ranjanarin avait précipité la chute d'Hans Radzoel en ordonnant à son unité d'élite de se joindre aux manifestants. Aujourd'hui, président de la transition, il affirme être simple exécutant de la volonté du peuple et dit vouloir rendre le pouvoir aux civils d'ici 2 ans. Mardi, il affirmait que les pierres précieuses, dont la valeur doit être déterminée par une expertise, seront mises en vente afin de renflouer les caisses de l'État. Une déclaration symbolique dans un pays où les chefs d'État et leur entourage ont longtemps été accusés de s'enrichir avec l'argent public. Le but est de redistribuer ces richesses au plus de personnes possible afin d'éviter toute accusation de corruption. Cette découverte sera gérée en toute transparence. Madagascar, dont les sous-sols regorgent de pierres précieuses et de minéraux rares, reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Plus de 75% de la population y vit actuellement sous le seuil de pauvreté. On en vient au prix du joueur africain de l'année décerné par la CAF. C'est le Marocain Achraf Hakimi qui a été élu face au Nigérian Victor Osimhen et l'Égyptien Mohamed Salah. Serine Bey est justement avec nous sur ce plateau pour en parler. Bonsoir Serine. Bonsoir Maëlle. Donc c'est sans surprise qu'Achraf Hakimi a remporté le trophée. Oui, sans grande surprise au vu de sa saison et de son palmarès avec le Paris Saint-Germain. Aucun autre joueur africain ne fait mieux. Pour revenir un petit peu sur cette saison folle d'Achraf Hakimi avec le PSG, le défenseur, car il faut rappeler qu'il est défenseur, a marqué 11 buts en 55 matchs avec 16 passes décisives. Avec son club, il a tout raflé. Le championnat de France, la Coupe de France, la Super Coupe de l'UEFA et bien évidemment la Ligue des Champions, la toute première de l'histoire de son club. Et durant la compétition, Achraf Hakimi s'est montré indispensable. Il a été buteur face à Aston Villa en quart de finale, buteur aussi face à Arsenal en demi-finale, mais surtout buteur en finale face à l'Inter Milan. On se souvient de cette victoire écrasante du Paris Saint-Germain, 5-0, du jamais vu dans l'histoire des finales de la Ligue des Champions. Je vous disais à l'instant qu'il avait tout raflé avec le Paris Saint-Germain. Je me suis peut-être un petit peu emballée. Effectivement, il manque à son palmarès la Coupe du Monde des clubs qui se jouait l'été dernier. Il faut rappeler que le PSG ne l'a pas remporté, mais est arrivé en finale. On lui pardonnera aisément ce petit écart face à Chelsea. Aujourd'hui, Achraf Hakimi, n'ayons pas honte de le dire, c'est le meilleur à son poste, le meilleur latéral droit au monde. En témoigne sa présence dans le 11 type de la Ligue des Champions. Et puis, qui de mieux pour en parler d'arrêter si tôt alors qu'il réalisait jusque-là une saison incroyable. Les statistiques de Salah, elles sont tout de même impressionnantes. 34 buts et 23 passes en 52 matchs, tellement impressionnantes qu'il est arrivé 4e au Ballon d'Or cette année, devant Achraf Hakimi. Et puis, il y avait aussi Victor Osimhen, le Nigérian. Lui aussi, il a déjà reçu ce trophée il y a 2 ans. Il reste très prolifique avec 37 buts en 41 matchs avec Galatasaray. Mais voilà, ce soir, face à ses 2 concurrents, il ne faisait tout simplement pas le poids.
Ah bah voilà, bravo à Achraf Hakimi, donc c'était amplement mérité. Merci Serine Bey. Pour ne rien manquer des prochains rebondissements, abonne-toi maintenant, active la cloche, et rejoins la communauté Actu Mystère. On se retrouve demain, pour la suite de l'inexplicable.